Bonjour à tous, eh bien ça y est, la Coupe du Monde est terminée. C'est un petit peu triste, mais bon, on va en parler une dernière fois avec ma liste de mes tops et mes flops. Parce que comme à chaque grande compétition, il y a bien sûr des joueurs qui déçoivent, des joueurs qui se révèlent aux yeux du grand public, et bien sûr des stars qui confirment, et on a eu beaucoup d'exemples avec cette Coupe du Monde. Donc la tradition s'est perpétuée. Donc, je vais vous parler de mes tops, vraiment, soit les joueurs qui ont fait une bonne Coupe du Monde dans l'ensemble, ou alors des joueurs qui se sont un petit peu révélés, qui ont un petit peu surperformé. Et après, je vais vous parler de mes flops, donc pas vraiment des joueurs qui ont été très très nuls, mais peut-être des joueurs qui ont été un petit peu en dessous de ce qu'on attendait d'eux. Et donc, c'est parti directement avec mes tops. Donc d'abord, je vais vous les énumérer un petit peu pêle-mêle, et après, je vous ferai un top 5 avec vraiment les meilleurs joueurs. Donc tout d'abord, pour commencer, il y avait bien sûr Jet Spence comme top, franchement incroyable, parce que bien sûr, quand on pense à des joueurs de Tottenham, on pense forcément à des tocards, mais là, Jet Spence, vraiment incroyable, en défenseur gauche, il a joué un petit peu à droite au début, mais waouh, quelle boule d'énergie, le mec fort défensivement, offensivement, même il y avait un, je pense que c'était contre la France, il jouait très offensif et bon dribbleur aussi, franchement, il était très très fort. Jet Spence, dur sur l'homme, endurant, pas avare dans les efforts. Donc franchement, très belle surprise. Spence, apparemment, ça dit qu'il voudrait peut-être partir ou quoi, mais en tout cas, s'il reste et que Tottenham le met dans un rôle de remplaçant, c'est une énorme erreur parce que à droite, Poro c'est déjà pris. Et après, à gauche, ils ont Udogi et ils ont recruté Robertson gratuitement. Donc, je ne sais pas si Spence va démarrer absolument tous les matchs. Et pour moi, ça serait un énorme gâchis parce que c'est vraiment, c'était l'un des meilleurs joueurs anglais à cette Coupe du Monde, très très régulier, tout en sachant que ce n'était pas un titulaire pour Tuchel de base, mais il l'est devenu par son niveau. Donc justement, on va rester sur Tottenham et ses latéraux. On a parlé de Spence, maintenant on va parler de Pedro Porro. Pedro Porro aussi, on savait que c'était un bon défenseur du côté de la Première Ligue avec Tottenham, mais là, à ce niveau-là, à la Coupe du Monde, franchement, waouh, avec l'Espagne, il était hyper offensif, bon défensivement, les retours défensifs, et on l'a vu, avec l'Espagne, le danger peut venir de n'importe où. Quand tu vois que les latéraux sont aussi dangereux que tes ailiers, tes milieux offensifs et tout, c'est incroyable. Franchement, Poro, avec le jeu de combinaison, les dédoublements, c'est vraiment un super latéral hyper moderne. Et bah, quand on voit le but qu'il met contre la France, hein, c'est magnifique avec cette passe de Yamal, Poro qui part et après il remet encore sur remise sur Olmo et après en un temps, bam, ouah, c'était vraiment une superbe action. Pedro Porro, très très bon joueur de combinaison, bon défensivement, franchement, il n'y a rien à dire avec Pedro Porro. Il a fait une superbe Coupe du Monde comme tous les Espagnols. Il n'y a pas vraiment d'Espagnols qui ont flop, qui ont déçu. On peut dire Yamal, mais bon, il n'a pas fait une mauvaise Coupe du Monde, c'est sa première Coupe du Monde. On sait que voilà, il arrivait un peu blessé. Et même, c'est pas parce que lui a été moins bon que toute son équipe a été moins bon. Voilà, l'Espagne sait faire sans ses stars parce que c'est avant tout une équipe. Donc en tout cas, après ça, on va rester en Espagne encore une fois. Et c'est mon dernier espagnol dans les tops parce qu'en vrai, la plupart des Espagnols, on s'attendait un petit peu à ça, en mode Cucurella. Voilà, je vais pas dire top et tout parce que c'est un très bon joueur. Mais au final, je viens de me rendre compte que je mens, c'est dans mon top 5, donc vous verrez bien. Donc, mes Espagnols, Olmo, Dani Olmo, mais s'il vous plaît, waouh, 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 quel joueur! Olmo, incroyable, incroyable, mais en plus, lui, il n'est pas toujours titulaire au Barça parce qu'il n'a pas forcément. Il n'est pas très régulier, très fort et tout, mais Olmo, c'est un joueur d'instinct, c'est un joueur de frisson, c'est un joueur qui va te sortir un truc, tu sais pas quand, mais quand il va te le sortir, c'est incroyable. Olmo, c'est contrôle orienté, ça passait pas tout le temps, hein, mais waouh, franchement, quel joueur niveau technique et tout. Il gardait la balle, il était offensif et tout. Franchement, c'était un des meilleurs joueurs espagnols, beau à avoir joué. Franchement, l'Espagne, c'est un régal à avoir joué. Le jeu qui est fluide, les passes en un temps, j'adore, j'adore, j'adore. Olmo avec le jeu de combinaison tout le temps. À chaque fois, il trouvait des passes que même les joueurs ne s'y attendaient pas. Du coup, ça ne donnait rien. Mais Olmo, il trouvait des passes impensables. Et du coup, bah, il n'y avait personne alors que la passe, elle était parfaite. Avec les petits tacs, les petites remises là, talons, c'était incroyable, incroyable, incroyable. Et combien d'actions espagnoles ne sont pas passées? Mais franchement, si toutes les occasions comme ça de l'Espagne seraient passées, on aurait eu que des top buts vraiment incroyables. Donc franchement, Olmo, top. On verra au Barça si Fermin revient de sa blessure, mais en tout cas, il devrait commencer la saison titulaire. Donc
je garderai un œil sur lui parce que franchement, s'il continue comme ça, ah, c'est vraiment un super joueur, hein, Olmo. Un super joueur. Aussi, du côté de la Suisse, alors la Suisse, ça n'a pas été flamboyant et tout, ça a manqué un petit peu de précision, de finition, surtout avec Vargas, Ndoye, Mbolo, qui ne sont pas les plus grands finisseurs. Mais dans tout cela, il y en a un qui s'est particulièrement démarqué. Je pense que vous avez deviné. Dommage qu'il s'est blessé du coup dans les matchs qui comptaient le plus pour la Suisse. C'est bien sûr Johan Manzambi. Alors là, Johan Manzambi, quel révélation, franchement, je connaissais pas vraiment. Ouais, il joue à Fribourg, mais bon, qui regarde les matchs de Fribourg tous les week-ends? Et là, franchement, Manzambi dans ce rôle de milieu offensif qui monte assez haut, franchement, c'était le meilleur c'est le meilleur buteur suisse. Et franchement, incroyable. Finition au top. Ses courses avec la balle, vraiment, il gagnait des 30 mètres avec la balle. Très, très, très bon techniquement. Bonne finition. Ah, Johan Manzambi, c'est vraiment un super joueur et je suis très, très content pour lui qu'il ait signé à Aston Villa. C'est un très bon club pour lui. Et j'avais un petit peu peur de où est-ce qu'il allait jouer. Mais comme Morgan Rogers, il est parti, du coup, il va jouer en 10, en dessous de Ollie Watkins. Donc, on verra cette association. Mais j'espère que Unai Emery, il va bien s'en rendre compte que Manzambi, c'est un joueur qu'il faut laisser monter. C'est pas un ailier un peu passeur comme ça qui te fait des passes et après on voilà. Mais donc, j'espère qu'en première ligue, bon, normalement, ça devrait faire pour lui. Et on espère vraiment qu'il va faire une top saison parce que vraiment, c'est un joueur que j'ai très très bien aimé dans cette Coupe du Monde. Franchement, s'il devait y avoir un trophée de la révélation de la Coupe du Monde, c'est un peu lui en vrai, parce que quand je regarde dans ma liste, voilà, c'est vraiment lui que, en mode, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissaient, et il a vraiment été très très fort, le meilleur joueur suisse, carrément. Mais en tout cas, voilà. Donc ensuite, après ça, on a Anthony Gordon, j'ai mis dans mes tops. Donc Anthony Gordon, franchement, oui, c'est un bon joueur de première ligue, on le connaît, Newcastle et tout, machin. Mais après, c'est pas top 10 ailier du monde pour moi quand il était à Newcastle. Mais là, avec l'Angleterre, waouh, 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 décisif à tous les matchs à élimination directe. Passeur totalement incroyable. Il a fait je ne sais pas combien de passes D. Et franchement, il était super percutant avec ses débordements. Pouf, il poussait le ballon, après il courait, centre et tout. Franchement, il créait beaucoup d'occasions, très dangereux. Et franchement, Anthony Gordon, je pensais pas qu'il pouvait atteindre ce niveau-là à la Coupe du Monde, en plus, dans les moments qui comptent. Parce qu'à Newcastle, il a un peu de mal à passer de la deuxième, en fait. Il peut être bon et tout, mais pas tout le temps comme là, à la Coupe du Monde. Franchement, il a été bon à tous les matchs et il s'est imposé titulaire numéro un sur le côté gauche. Parce que à droite, Tourelle, il tentait des trucs. Un match sur deux, c'était Saka, Madueke. Une fois, il a mis Rodgers à la droite. Donc voilà, mais par contre, là, le côté gauche, il n'y a rien qui bougeait. Là, Tourelle, il avait trouvé. Il n'y a personne qui a pris sa place. Donc franchement, incroyable. Anthony Gordon, transféré pour 80 millions au Barça. Bon, là, c'est là que ça pose un peu problème parce que, c'est-à-dire qu'au Barça, dans les ailiers, tu as déjà Rafinha, Yamal. Sur ça, il y a peu de joueurs qui peuvent passer devant eux dans la hiérarchie, voire presque pas. Et là, tu mets Gordon, qui est un ailier gauche, donc mettre 80 millions sur un remplaçant de Rafinha, sachant que tu n'as pas des finances illimitées, et en plus que tu as Lewandowski qui est déjà parti, et Ferran Torres qui intéresse le PSG. Donc là, le Barça, à tout moment, ils peuvent se retrouver sans buteur. Surtout qu'ils ont acheté Adeyemi 22 millions. Pourquoi faire Adeyemi? C'est vraiment le dernier joueur que j'irais acheter si j'étais le Barça. Enfin, franchement, c'est pas vraiment un bon joueur, je ne comprends pas. En plus, dans tous les cas, il sera remplaçant et peut-être qu'il va râler parce qu'il est remplaçant. Donc ça va faire des conflits pour n'importe quoi. Et peut-être que Gordon, il va jouer buteur, mais bon, ça serait mal comprendre le joueur et je pense pas du tout que ça va le faire. Mais après, en Liga, on va dire peut-être qu'il peut être buteur comme ça, on verra, un peu faux neuf, je sais pas. Après, peut-être ça a marché, je dis pas que c'est impossible, mais en tout cas, voilà, on verra bien. Donc, puis ensuite, j'ai mis dans mes tops, en vrai, Upamecano. Hein. Ouais, ouais, parce que Upamecano, oui, tout le monde sait, c'est un bon joueur, Bayern et tout machin, mais Upamecano avec le Bayern, j'ai toujours eu un petit peu de mal parce que surtout en Ligue des Champions, il était capable de moments un petit peu comment dire, des moments d'absence. Parce que des fois, il faisait des grosses erreurs, des passes manquées, des moments où il bougeait pas trop.
Et voilà, donc pour moi, ça n'a jamais été vraiment, un top 3 défenseur, du monde. C'est pas non plus un défenseur non plus le plus fiable, du monde, machin, ce que tu veux. Mais là, à la coupe du monde, c'était, bah, l'un des meilleurs français parce que franchement, le premier match contre le Sénégal, limite, il m'énervait parce qu'il était impassable. Impassable, tu pouvais rien faire. En fait, je ne voyais absolument pas comment tu pouvais passer Upamecano et Saliba aussi. Mais Upamecano, waouh, quel défenseur, toujours là. Et même, il court vite, hein. Il court vite, hein. Upamecano, toujours là, lecture du jeu, lecture de la profondeur et tout. Et même dans le match contre l'Angleterre, mais quand il rentre, mais c'est lui qui change le match, hein. Les gens, ils vont dire, ouais, c'est Mbappé parce qu'il a mis 2 buts. Mais absolument pas, hein. C'est Upamecano qui, sur le premier but de la France, reprend le ballon bas. Il court 30 mètres, il décale le ballon sur Dembélé. Et après, voilà, c'est ça qui se passe. Et sur le troisième but aussi, hein, c'est Upamecano qui est au départ de l'action, hein. Donc, ouais, Mbappé, il marque. Mais Mbappé, c'est pas lui qui a tout fait. Mbappé, on lui a donné le ballon. Il a tiré, il l'a mis. C'est très bien. Mais comment le ballon il lui est arrivé dans les pieds, en fait? Et voilà, la réponse, c'est Dayo Upamecano. Donc voilà, à voir s'il va continuer sur ce niveau ou alors est-ce qu'il a été porté par le maillot français. On verra. Parce que en France, il y a peu de joueurs qui ont été portés par le maillot français, hein. C'est un peu compliqué. Donc ensuite, bah, dans le même groupe que la France, Patrick Berg de la Norvège, donc joueur de Bodo Glimt. Donc entre guillemets, c'est un inconnu. Bon, Bodo Glimt, on les a un petit peu découverts cette année en Ligue des Champions, de par qu'ils ont éliminé l'Inter Milan en Ligue des Champions. Et surtout que là, c'est encore plus incroyable parce qu'en Ligue des Champions, c'est pas comme à la Coupe du Monde où tu peux faire un bon match historique comme le Paraguay et tu te dégages une grosse équipe. Non, là, c'est en 2 matchs. Et ils les ont battus les 2 matchs. Donc voilà, c'est encore plus incroyable pour une petite équipe en Ligue des Champions d'en battre une grosse. Et en tout cas, bah, Patrick Berg, bah, franchement, très important de la Norvège. Ça parle de Odegaard, de Haaland, mais ça, on sait très bien, c'était un peu les stars de l'équipe, donc voilà. Mais Patrick Berg, c'est un petit peu le joueur, bah, tu sais pas trop ce qu'il vaut, mais au final, bah, il est très bon. Il est très bon, Patrick Berg, très intelligent, c'était un petit peu le Rodri norvégien. À la création, un petit peu le cerveau, très bon passeur et tout, c'est un peu le coffre-fort. C'est le mec, tu vas lui donner la balle, tu sais que tu vas pas perdre la balle. Tu sais que tu vas pas transpirer quand tu vas regarder Berg avec le ballon, tu te dis pas: «Ah putain, peut-être qu'il va perdre la balle, vite, vite». Non, tu es serein et franchement, c'était une pièce, très, très importante, pour la Norvège, bah, surtout au milieu de terrain avec l'autre Berg, mais là, c'est Berge Sanderberg qui joue à Fulham en Première Ligue. Donc là, Patrick Berg, bah, j'espère qu'il y a un petit club qui va aller le chercher parce que Miskin, il a Bodo Glimt, c'est bon, il a un peu envie de jouer un peu plus haut. Donc on verra bien. Mais en tout cas, j'ai bien aimé Patrick Berg. Après, dans mes tops, bon, je suis obligé de mettre Mbappé, même si il n'est pas dans mon top 5 des meilleurs joueurs de la Coupe du Monde, enfin dans les meilleurs tops. Mais voilà, après ces 2 saisons très, très compliquées au Real Madrid, sachant, oui, les gens ils vont me dire: «Ouais, mais il a ses stats, comment est-ce que tu peux dire qu'il est nul?» Oui, mais il met 40 buts, mais au final, il gagne quoi? C'est des buts qui servent à rien, en fait, parce que au final, tu marques des buts, mais ton équipe, elle perd, donc tes buts servent à quoi? Enfin, je comprends pas trop. Et même, c'est des buts, aspirateurs, donc ça veut dire qu'Mbappé, il marque, mais les autres marquent moins. Alors que Ronaldo, avant, tout le monde avait ses stats et Ronaldo apportait une plus-value. Ronaldo ne privait pas les autres joueurs de buts. Tout le monde marquait. Et Ronaldo marquait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, c'est-à-dire que le Real, avant, au lieu de gagner 3-0 comme maintenant avec 3 buts de Mbappé, bah, il gagnait 5-0 avec 3 buts de Ronaldo et des buts d'autres joueurs. Bon, ils ne gagnaient pas tous leurs matchs 5-0, mais vous avez compris, en mode, il n'y a pas que Ronaldo qui mettait des buts. Alors que là, au Real, on a l'impression que oui, quand tu regardes, il n'y a que Mbappé qui met ses buts. Donc on peut se dire, mais les autres, qu'est-ce qu'ils foutent alors? Mais non, c'est parce que Mbappé, il veut tous les ballons. À chaque fois qu'il prend la balle, il fait jamais la passe. Et en tout cas, au final, il marque, oui, mais bon, jamais contre des grosses équipes. Donc voilà, ça sert un peu à rien. Donc là, Mbappé, on pouvait se dire, ouais, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'au final, va-t-il être bon avec la France? Parce que on sait que c'était plus le joueur numéro un indiscutable en France. Il y avait des joueurs qui venaient le concurrencer. Et on s'était peut-être dit, oui, mais avec le maillot français, Mbappé en mode Coupe du Monde, machin, machin. Bon, ça a marché, hein, ça a marché. Il a mis 10 buts, un meilleur buteur de la Coupe du Monde, meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Donc voilà, au final, il n'a pas déçu. Voilà, s'il avait déçu, bah, s'il avait mis 3 buts, oui, on aurait pu dire, ouais, Coupe du Monde ratée, machin, machin. Mais là, ça va. Il a un peu soigné son image, soigné ses stats. Il a même un petit peu fait les retours défensifs. C'est même un petit peu plus pour ça que je le mets en top plutôt que ses buts. C'est qu'il a un petit peu pris conscience de certaines choses et il a un peu plus fait des efforts. Donc là, est-ce qu'au Real, il le fera?
Pour moi, non, parce qu'en fait, Mbappé, il a un réel intérêt en France à bien se faire voir parce que bah, les Français, quoi qu'il arrive, ils défendront Mbappé et même les Français, enfin, je veux dire, le grand public ne sait pas trop ce qui se passe au Real. Donc, les mecs ne voient Mbappé que par la France. Donc, voilà, si Mbappé il perd le soutien des Français, bah, il n'y aura plus rien parce qu'au Real, bah, tout le monde ne l'aime pas. Donc, enfin, donc c'est un petit peu compliqué. Mais en tout cas, voilà, donc je pense qu'il s'en fout un petit peu de son image auprès des supporters du Real parce qu'il sait déjà que c'est fichu. Mais là, les Français, voilà, ils voulaient vraiment faire un effort. Donc, moi, je pense pas qu'il va faire ça. Donc ensuite, Somerville, j'ai mis en top. Crescencio Somerville, donc là, bon, malheureusement, on vient d'apprendre qu'il était transféré à Al Hilal pour 80 millions en tout, avec les primes, machin et tout. Donc, ouais, bah, dans tous les cas, il allait partir parce que West Ham, ils sont descendus. Mais de là à partir à Al Hilal, sérieusement. Somerville, c'est un joueur pour ceux qui jouent au mode carrière sur FIFA. Bah, on le connaît tous, hein, tout le monde a déjà pris dans une carrière. Il a fait monter à 97 de général. Mais là, Somerville, bah, il a enfin confirmé dans la vraie vie. Parce que à West Ham, voilà, ça manquait encore un petit peu de. Ah voilà, c'est comme Gordon. Il a manqué un petit step comme ça pour vraiment être considéré comme un très bon joueur. Mais là, avec sa Coupe du Monde, bah, je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont vendu 80 millions. Et qu'en vrai, bah, il n'y a aucun autre club qui aurait mis 80 millions sur lui avant. Mais là, avec sa Coupe du Monde, bah, franchement, les Pays-Bas, moi, je croyais pas beaucoup en eux. Je me disais que ça allait pas être très glorieux parce que les Pays-Bas, ils n'ont pas vraiment de vrais leaders, de vrais joueurs, vraiment pivots. Parce que Gakpo, Brobé, De Jong, Reinders, c'est un peu des joueurs, un peu, c'est des figurants en fait. C'est des mecs, voilà, c'est pas des acteurs du match, c'est pas des mecs, oui, c'est des mecs, ouais, ouais, sur FIFA ils sont bons, mais bon, dans la vraie vie, qu'est-ce que ça donne? Et ben là, Somerville, là, ça a été le joueur providentiel, le joueur qu'on attendait. Et bah, franchement, il a fait que des top matchs. Il a été très percutant. En plus, il a joué à droite. Donc, franchement, très très bon Somerville. Je n'ai pas grand chose à dire sur lui, hein, parce que ouais, qu'est-ce que tu veux dire à part qui, ouais, il a été bon. Mais en tout cas, voilà, donc, ouais, Al Hilal, en plus, il va avec un salaire de 18 millions par an. Ouais, bon, c'est pas non plus l'affaire du siècle, hein. Ouais, ok, je suppose qu'il a augmenté son salaire, mais bon, ouais, c'est un peu bizarre, Al Hilal, après avoir fait une top Coupe du Monde, parce que là, tu pouvais vraiment profiter de ta Coupe du Monde pour avoir le vent en poupe et aller dans un bon club, mais là, non. Bon, peut-être qu'il y a pas trop de clubs qui voulaient mettre le prix que West Ham demandait, mais bon, moi, franchement, bizarre un peu. Après, bah, il s'est peut-être dit, bon, il n'y a aucun club qui veut de moi, donc bon, c'est soit si je vais en Arabie Saoudite, je touche le chèque, ou alors bah, je joue en D2. Et voilà, donc il a fait son choix, hein, voilà, c'est comme ça. Mais bon, c'est un peu dommage, voilà. Un bon joueur en moins qu'on verra jouer de par ici, parce que personne ne regarde le championnat arabe, même si Zach Nani le diffuse, tout le monde s'en fout. Donc au final, il me reste quelques petits tops, il m'en reste 3 avant de passer à mon top 5. Et donc ensuite, il y a Folarin Balogun. Donc si on exclut son affaire avec le carton rouge, Trump, machin et tout, ah, il fait une top Coupe du Monde, hein, parce que Balogun, waouh, incroyable. Franchement, avec les États-Unis, c'était vraiment une bonne surprise parce que les États-Unis, ça n'a jamais vraiment été. Voilà. Et là, il a un peu une génération, entre guillemets, dorée que beaucoup de joueurs jouent dans les championnats européens, dans les 5 championnats majeurs. Donc, c'était bénéfique. Et bah, Balogun, franchement, il a été très très bon. Il a mis ses buts, hein, et franchement, bah, j'ai adoré, parce que Balogun avec Monaco, voilà, on n'entendait pas trop parler. Monaco, ils font pas des grosses saisons et tout. Mais là, Balogun, il a répondu présent. Très bon buteur, très bonne finition. Malheureusement, qu'il y a eu un petit peu cette histoire de carton rouge qui a un peu atténué les ardeurs sur lui. Mais en vrai, bah, moi, si je suis un club, Balogun, je le tente, hein, parce qu'en vrai, Monaco, bon. C'est gentil, hein, mais bon, Balogun, moi je trouve qu'il mériterait mieux de quitter la France parce qu'il a fait Reims, Monaco, ouais, c'est bon. Tu peux partir. Et en tout cas, voilà. Aussi, dans mes tops, Ismail Assar, parce que si vous suivez un petit peu Romain Molina, bah, vous savez bien que la fédération sénégalaise, il y a eu beaucoup de péripéties.
Et avoir un joueur du niveau d'Ismaïla Sarr, c'était quasi inespéré parce que franchement, il a été excellent. Enfin, c'est un excellent joueur du côté de Crystal Palace. Et là, avec le Sénégal, il a mis 4 buts. Et franchement, ouais, il faisait les efforts, il était clinique. Très très bon joueur. C'est un peu le seul joueur qui a été au niveau du côté du Sénégal parce que quand on voit leur effectif, le Sénégal, franchement, c'était top. Mais après, les histoires extrasportives, bon, ça va. Donc, c'est un petit peu excusable dans l'absolu. Mais voilà, donc comme quoi, on peut être bon même avec des contextes compliqués. La preuve avec Ismaël Assar. Et mon dernier top avant de passer à mon top 5, c'est bien sûr Stephen Eustaquio du côté du Canada. Alors, personne n'en parle, mais je l'ai trouvé tellement excellent parce que j'étais peut-être été le seul mec à se brancher sur les matchs du Canada. Mais Eustaquio, quel joueur, hein! Waouh, 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 c'était vraiment le cerveau du Canada. Très très bon techniquement, des passes en un temps, boum boum comme ça, il distribuait, il était vraiment partout. Eustachio, j'ai vraiment adoré et c'est vraiment un super joueur. Et en vrai, il joue à Los Angeles, bah moi si je fais un club, encore une fois, bah, je le prends en direct, hein. En plus, il va pas coûter cher, il a 28 ans, je pense, donc il peut encore jouer, il peut rendre des services et même dans des clubs bah, pas trop mal parce que Eustachio, avec le niveau qu'il a montré, c'était top, hein. Franchement, c'était top, il ressentait pas la pression, c'était un peu le Rodri, canadien, hein, là, vraiment, on peut le dire. Franchement, j'ai adoré Eustachio, il ratait aucune passe et en plus, c'est lui qui marque le but le plus important de l'histoire du Canada parce que c'est le but, pour gagner contre l'Afrique du Sud et passer en huitième de finale. Donc, le Canada qui n'avait jamais gagné un match de, coupe du monde et ben là, ils ont gagné, déjà ils ont passé les poules et en plus, ils ont gagné un match à élimination directe. Donc, voilà, c'était vraiment la grande histoire du Canada. Donc voilà, assez parlé de mes petits tops comme ça, un petit peu éparpillés. Maintenant, mon top 5 des tops de la Coupe du Monde, donc en clair, des meilleurs joueurs, des joueurs qui ont fait la meilleure Coupe du Monde, selon moi, des joueurs qu'on attendait soit pas trop, ou alors qui vraiment ont été top, top, top. Donc déjà, en top 5, bah, je mets Jordan Pickford. Parce que Pickford, personne croyait vraiment trop en lui. Ouais, Pickford, c'est un gardien un peu mid, machin, machin, avec l'Angleterre, il n'a pas trop de matchs référence. Balle au pied, il est assez incertain. Mais là, pendant cette Coupe du Monde, il a vraiment monté en puissance de match en match. Il a été de plus en plus bon. Et bah, franchement, on sait, Pickford, c'est un joueur bah, qui aime bien souffrir. C'est vraiment un shot stopper du côté de Everton, parce que Everton, c'est une équipe assez faible. Et du coup, lui, il est habitué à devoir sortir énormément de parades. Il est habitué à devoir faire 8-10 arrêts par match parce que son équipe, bah, elle souffre beaucoup. Et donc Pickford, bah, dans les matchs assez difficiles comme ça, bah, il est très bon parce qu'il est habitué à devoir enchaîner les arrêts et tout. Et ça tombe bien parce que l'Angleterre a eu pas mal de matchs comme ça contre le Mexique et contre la Norvège. Et il a vraiment été au rendez-vous. Il s'est vraiment mis en mode Everton parce que Pickford, c'est pas vraiment le gardien en mode Thibaut Courtois, gardien d'une grande équipe qui va avoir 2 tirs à arrêter dans le match, mais qui devra obligatoirement faire les arrêts. Pickford, si tu lui fais 2 tirs dans un match, il y en a peut-être un ou même les deux qui vont passer. Mais si tu lui mets 12 tirs, bah, tu n'en as peut-être que deux qui vont passer parce que c'est vraiment un gardien excellent dans les réflexes, sur la ligne et tout, les arrêts un petit peu impossibles, entre guillemets. Donc voilà, franchement, Pickford, j'ai adoré et c'était vraiment un excellent joueur de l'Angleterre. Dommage que on va pas dire c'est lui qui coûte la coupe du monde parce qu'il n'y a pas eu que ça, mais en vrai, sur le tir de l'Argentine, juste avant le corner qui donne le premier but, beh, la frappe, elle part au-dessus et Pickford, tu sais, il lève sa main au-dessus de la barre et il touche la balle et c'est pour ça qu'il y a un corner, en fait. Alors que normalement, il n'y aurait pas eu corner et bon, c'est de là que vient le premier but et du coup le deuxième. Donc voilà, entre guillemets «et si Pickford ne touche pas ce ballon?» Mais bon, avec des si, alors même la Jordanie, elle gagne la coupe du monde, hein, donc voilà. On va pas trop s'éterniser là-dessus. Numéro 4, j'ai mis 2 joueurs parce que pour moi, c'est impossible de les départager. En fait, c'est 2 joueurs. C'est pas un joueur, c'est un binôme. Et donc, c'est bien sûr Pau Cubarsí qui a été élu meilleur jeune de la coupe du monde et Aymeric Laporte. Je les mets les 2 là parce que tu peux pas dire: «Ouais, Laporte, c'est le meilleur défenseur espagnol ou Cubarsí». Non, 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 c'est les 2. C'est la défense centrale en fait qui a été vraiment excellente parce que franchement les 2 là, mais waouh, quelle combinaison Cubarsí
tellement fort niveau balle au pied. En fait, là, je vais dire Koubarsi, mais c'est également bon pour Laporte parce que les deux, c'est quasi les mêmes. Très bon dans l'anticipation, défensivement, les tacles debout, l'anticipation, balle au pied, hein, les ressorties. Mais j'ai rarement vu des défenseurs centraux avec un aussi beau et un aussi bon jeu de balle au pied parce que vraiment les ressorties de l'Espagne, ils paniquaient pas, hein. D'habitude, les défenseurs centraux, quand ils voient un petit peu que c'est la merde, boum, gros dégagement et voilà, c'est fini. Mais là, les mecs paniquaient pas, hein. Petite passe courte pour Rodri qui revenait parfois. Ah, c'était vraiment excellent. Et Koubarsi, franchement, mérité. Et meilleur jeune, en vrai, ouais. Et bah, franchement, c'est un petit peu eux qui ont beaucoup, beaucoup contribué à ce que l'Espagne n'ait pris qu'un seul but dans cette coupe du monde. Parce que franchement, Cubarsí, Laporte, mais waouh, en plus, j'ai vu que le Barça s'intéresserait à Laporte. Bah oui, oui. Franchement, c'est deux joueurs qui ont prouvé qu'ils avaient une bonne association. Et Cubarsí, il a besoin d'un joueur comme Laporte, un peu expérimenté. Parce que Cubarsí, Gérard Martin, ou alors Eric Garcia, ça fait que c'est Koubarsi le leader de la défense. Et être leader à 19 ans, voilà, sachant que Koubarsi va potentiellement encore faire des erreurs parce que être défenseur central, c'est un poste d'âge mûr. Donc ça veut dire que tu vas être meilleur arrivé à tes 30 ans qu'à tes 20 ans. Voilà, c'est pas comme un ailier ou quoi. Donc voilà, franchement, je me suis régalé devant cette défense centrale. Voilà, je me suis plus enjaillé sur la défense espagnole et ses ressorties de balles que sur la- l'attaque espagnole. Non, après, en vrai, il y avait Olmo. Mais bon. Donc, numéro 3, bah, Jude Bellingham, hein. Franchement, incroyable. Là, j'ai retrouvé le Bellingham de 2024, en fait. Voilà, avec son t-shirt. Putain, mais quel joueur incroyable, mais quel monstre. Franchement, exceptionnel. Buteur, passeur, les efforts, les courses, niveau technique. Il a un petit peu un jeu à la Zidane. Ça veut dire qu'il est un petit peu grand. C'est un petit peu, avec ses grandes jambes, il fait des gestes un peu, pas très fluides, mais ça passe. C'est des niveaux techniques incroyables dans les petits espaces. Il passait. Et bah, franchement, c'est incroyable parce que quand tu peux avoir un Jude Bellingham qui monte dans la surface adverse, c'est incroyable. Et quand je vois que le Real il s'est privé de ça pendant 2 ans, mais comment veux-tu que ça aille? Comment, en fait, tu peux te dire, ok, là, en 2024, on avait Bellingham, c'est notre meilleur joueur. Vas-y, on va le faire jouer à un poste totalement différent. Et en gros, on va se priver de son apport offensif pour faire plaisir à Monsieur Mbappé. Et voilà, bah, tu vois bien que Kane, qui est un vrai buteur, et ben du coup, Kane, il a mis 6 buts et Bellingham 7 parce que voilà, ils ont accepté bah, que un mec qui met des buts et un Bellingham, ça peut cohabiter. C'est pas que Bellingham, il va prendre tous les buts à Mbappé comme ça, et qu'Mbappé, il va vraiment marquer. Ben non, Et même, tu vois bien qu'au Real, il n'y a personne dans la surface. À chaque fois qu'Mbappé ou Vinicius, ils font un centre, il n'y a personne dans la surface parce que Bellingham lui a dit, oh, bon, pas trop. Donc voilà, c'est totalement débile. Donc là, j'espère que Mourinho, il a bien pris des notes pour de la Coupe du Monde parce que franchement, je ne veux plus voir Bellingham numéro 8, je sais pas quoi. Ancelotti l'avait même fait jouer milieu gauche en 2025. Voilà, bah, tu vois, ça y est. Donc franchement, non, je ne veux plus voir ça. Bellingham, c'est un numéro 10, faux neuf, qui monte de la surface, renarder la surface. Je veux le voir courir comme ça, avec ses bras comme ça, et faire des plongeons et tac, foutre le pied. Je veux revoir ça. Je veux revoir un Bellingham avec plus de 15 buts cette saison minimum. Voilà, merde. Parce que quand tu vois que Bellingham, première saison au Real, le mec, il est arrivé, il avait 20 piges, il a fait une saison Ballon d'Or. Merde. Ballon d'Or. Donc voilà, merde. Et franchement, Bellingham, meilleur buteur anglais sur une Coupe du Monde, alors que le mec, c'est un milieu de terrain, il a 23 ans. Voilà, Bellingham, faudra vraiment faire les comptes en fin de carrière, hein, parce qu'il y a moyen que, hein, parce que je vois bien que les légendes anglaises, elles aiment bien tacler les joueurs de maintenant, mais bon, en même temps, eux, ça a été l'une des pires générations anglaises, parce que les mecs, t'avais certains des meilleurs joueurs du monde à chaque poste, les mecs, ils auraient rien fait, même pas une finale. Alors que là, cette génération de merde, entre guillemets, les mecs, ils ont fait 2 finales de l'Euro consécutives, et ils ont fait 2 demi-finales de Coupe du Monde. Tranquille, hein, les gars, hein, tranquille, hein, ça va aller, hein. Donc voilà. On verra bien, mais en tout cas, Bellingham, s'il te plaît, joue mieux offensif. Et même si Mourinho il dit ouais, non, monte pas trop, tu t'en fous. Monte. Vas-y, tout droit. Numéro 2, Messi. Je mets Lionel Messi
Numéro 2 de mes tops, parce que Messi, en vrai, bah, c'est Messi. On sait qu'il va être très fort. Et moi, à 39 ans, avoir ce niveau-là, c'est chaud. Franchement, le mec, il est hyper dynamique. Il court vite hein, encore, hein, il court vite. Il est, il est agile, il est encore dynamique. Et les dribbles qui passaient des fois comme ça. Et 5 buts en 2 matchs, hein. Les 2 premiers matchs, bon, faut voir les adversaires, mais 5 buts en 2 matchs de Coupe du Monde pour commencer. 8 buts à la Coupe du Monde, 8 buts. 39 ans. Mais gros, mais à 39 ans, mais t'as des mecs qui sont déjà à la retraite depuis 5 ans. T'as Messi, mais 8 buts en Coupe du Monde, mais s'il vous plaît. Et franchement, mais tu retires Messi de l'Argentine, ça a le même niveau. Attendez, je réfléchis. En vrai, pas la Suisse, parce que la Suisse, c'est meilleur en vrai. Je veux pas être méchant, hein, mais ça a le niveau du Ghana, je le dis, je le dis. L'Argentine, c'est nul à chier. C'est nul à chier, ils n'ont aucun bon joueur, gros. C'est tous des tocards dans leur club. T'as juste Messi qui leur sauve les fesses et voilà. Et bah, Messi. En vrai, Rodri, meilleur joueur de la Coupe du Monde. Ah, je sais pas, parce que sur le niveau pur, bah, c'est Messi. En vrai, quand on te dit, c'est qui le meilleur joueur de la Coupe du Monde? Bah, c'est Messi. Y a pas de... Je suis pas le plus grand fan de Messi, mais là, faut avouer, faut avouer. Tranquille, tranquille. Messi, franchement, tu le retires de l'Argentine, mais ça passe pas les 16e, hein. Comme le Cap-Vert, ils sont éliminés, hein. Oh, ouais, ouais. Donc, ouais, j'ai vraiment hâte de voir cette Argentine sans Messi, parce que là, la hate watch, on va se faire plaisir. Donc en tout cas, voilà, pas 36 choses à dire sur Messi, bravo à toi. Et en tout cas, le top 1 de mes tops, eh bien c'est Rodri. Je m'explique, donc c'est pas pour moi le meilleur joueur de cette Coupe du Monde, mais en vrai, bah, depuis son ballon d'or, qu'est-ce qu'il a fait apparaître blessé? On l'a pas trop vu sur les terrains. Mais donc on s'est dit, bon, qu'est-ce que ça va donner? Et franchement, excellent, hein. Excellent, hein. Niveau technique, excellent. Vraiment, Rodri, encore une fois, c'est un coffre-fort. Il redescend en défense. La distribution, c'est une pieuvre. Il distribue les ballons comme ça, bam bam. C'est vraiment le moteur de cette Espagne. C'est par lui que tout passait. Et franchement, incroyable, hein. En vrai, si on doit donner le ballon d'or à un Espagnol, c'est à lui. Yamal, ouais, peut-être. Je pense pas. Mais bon, en vrai, Rodri, tu donnes le ballon d'or. Est-ce que c'est choquant? Bah, un petit peu, parce que le mec, bon voilà, à part sa Coupe du Monde, est-ce qu'on peut me dire qu'est-ce qu'il a fait? Et voilà, donc à voir, mais en tout cas, si on parle que de la Coupe du Monde, d'ailleurs, Rodri, c'était l'un des meilleurs joueurs du monde, hein. Franchement, régularité, tous les matchs, il était présent dans les duels, il était vraiment top, top, top. Donc voilà, j'en ai fini avec mes tops. Et maintenant, on va parler de mes flops. Bah, je vais boire un petit peu. Donc voilà, les flops, ça veut pas dire que les joueurs ont vraiment été nuls à chier, mais je crois qu'ils ont été un peu déçus, ou ils ont été un petit peu en dessous du niveau attendu. Donc voilà, je commence très fort avec Vitinha. Parce que Vitinha, honnêtement, le mec, il était dans la conversation. Ouais, ballon d'or, meilleur joueur du monde. Et là, mais on l'a pas vu, hein. Oh là là, on l'a pas du tout vu. Alors que, bah, je sais pas, il était au même poste qu'au PSG. Il avait peut-être pas les mêmes instructions. Mais bon, quand même, pas trop. C'est pas qu'on l'a fait jouer ailier droit, hein. Et là, mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais que des passes en retrait. Aucune passe vers l'avant. Aucune course avec le ballon. J'ai pas compris, vraiment. J'ai pas compris ce qu'il a fait. Et avec le PSG, c'est un joueur assez offensif, même s'il joue plutôt reculé. On le voit souvent, mais là, c'était. En fait, il ne servait à rien. Il servait à rien. Le mec, on lui donnait le ballon, contrôle, passe latérale, tu sais. Des passes qui servent à rien, en fait. C'est des passes juste qui permettent de passer d'un joueur à un autre. C'est vraiment le même du mec qui fait avancer le train, tu sais, comme ça. Il sert à rien. Il a servi à rien. Aucun impact, hein. Aucun impact. Aucun. Zéro, zéro, zéro. Bon, tant qu'on y est avec le flop de Vitinha, bah, je vais parler du Portugal parce que, en clair, le Portugal a complètement flop. Quand tu vois leur effectif,
C'est limite, si on ne parle pas de la meilleure génération de l'histoire du Portugal, et comment tu affiches ce niveau-là? C'était tellement fade, il y avait rien. C'était que des centres. Les mecs, c'était des canons à centre, que des centres, centre, centre. Juste, en fait, les milieux ne servaient à rien parce que juste les milieux, dès qu'ils avaient la balle, ils jouaient sur le côté. L'ailier, il faisait un petit peu ses pailles et centre. Alors que tu as le meilleur milieu de terrain de la compète, limite. Tu joues pas avec tes milieux, tu joues pas dans l'axe, tu joues aucun jeu vertical. C'est vraiment honteux cette production du Portugal. Ils n'ont absolument rien proposé, aucune entente entre les joueurs. C'était c'est vraiment pas beau à voir. Franchement, je ne comprends pas. Enfin, le Portugal, c'était limite des favoris pour la victoire finale. Bon, ouais, tu sors en huitième contre le vainqueur, mais même tu fais 2 matchs nuls en phase de poule. Enfin, je veux dire, c'est un petit peu. Bon. Et c'est pas Ronaldo le problème, hein. Franchement, si Bruno Fernandes, Vitinha, et même la défense, Nuno Mendes, avaient été un tant soit peu, même à 80 de leur niveau, mais ça aurait été bon en fait. Il y a pas besoin que, c'est pas Ronaldo qui a été nul, les gars, il a 41 ans. Tranquille, tranquille. Même, bah, il a mis 3 buts. Voilà, donc s'il avait vraiment mis 0 but en mettant tous les ballons, à côté, bon là oui, mais là même, il a pas eu de ballon, hein. Contre l'Espagne, il a pas eu de ballon, hein. Comment veux-tu juger un mec s'il a pas de ballon en fait? Le mec a fait 0 tir, forcément. Donc enfin bref. Donc ensuite, bah, un autre flop pour moi, c'est Gabriel. Parce que, bah, en vrai, Gabriel, ça a essayé de nous faire vendre comme le meilleur défenseur central du monde, machin, je sais pas quoi. Mais le mec, il est nul, hein, laisse tomber. Le mec, c'est pas un défenseur, gros. Il fait que reculer, 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 reculer. Et il attend le retour d'un milieu ou que quelqu'un fasse le boulot à sa place. Mais le mec ne fait rien. Ouais, de la tête, il est bon. Les duels aériens, boum, comme ça. Mais vraiment, aucune intervention défensive, aucun tacle qui se faisait prendre la profondeur. Et il court pas vite. Et le nombre de buts que le Brésil s'est pris comme ça et juste le ballon il partait, il n'y avait rien. C'était vraiment très très nul. Gabriel, hyper 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 décevant, mais en tout cas bon. Voilà, moi j'ai pas du tout été convaincu par Gabriel, ni par le Brésil en soi, mais bon. Vu leur effectif, on pouvait pas s'attendre. C'est pas comme le Portugal en vrai. Bon, quand tu vois la défense du Brésil, c'est à pleurer. Quand tu vois le milieu de terrain aussi. Donc il y avait un peu moins de matière à faire que le Portugal. En tout cas, bref. Donc ensuite, dans mes énormes flops, l'Allemagne, hein. Nagelsmann qui essaie de faire le mec, ouais, fais-moi confiance, trust the process, rien du tout, hein. Déjà, la liste, elle est pas excellente, hein. Tu regardes, je pense qu'il y a deux trois Allemands meilleurs. Déjà, comment tu prends pas Kevin Schade, sachant que tu n'as pas d'ailier gauche, tu prends pas Kevin Schade, qui est un ailier gauche, qui joue en PL, qui est très bon, et à la place, tu mets Wirtz ailier gauche. Va là-bas, hein. Putain. Ah non, l'Allemagne, dégueulasse, hein. Ouais, ça avait bien commencé. 7-1, Curaçao, super les gars. Et après que tu perds contre l'Équateur, et tu gagnes difficilement contre la Côte d'Ivoire. Ah bah, les gars, fallait pas s'étonner, hein. Ouais, franchement, Havertz, à chier. À chier, le mec. Sané, à chier. À chier. Wirtz, à chier. Bah oui, à chier. Pavlovic, tellement nul. Et Kimmich, ailier droit. Enfin, défenseur droit, pourquoi faire? Tu vas me dire, il n'y a pas un latéral droit en Bundesliga qui joue je sais pas où, là. En mode Kimmich, là, tu prends tous les latéraux droits allemands. Kimmich, c'est le meilleur. En gros, il n'y a pas un mec un petit peu équivalent ou un peu, hein, qui peut dépanner et tu mets Kimmich au milieu. Ça y est, Kimmich, défense centrale. Ok. Kimmich, chaque fois, il se faisait prendre, il se faisait dribbler. C'est pas un défenseur, hein. Faut arrêter. Et l'Allemagne, ouais. Il n'y a que Musiala qui a sorti un petit peu la tête de l'eau, mais sans un réel impact. Et même bah, Neuer, en vrai, Leave the football before the football leave you, la phrase prend tout son sens, hein. Jamie Carragher l'avait dit, hein. T'as pas écouté, tant pis pour toi. Parce que là, Neuer, ouais, à part les deux pénaltys qu'il arrête contre le Paraguay, c'était triste, hein. C'était vraiment triste. C'est un peu comme voir Ronaldo jouer.
Tu vois ces 2 joueurs qui ont tellement brillé et là tu les vois, sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Un peu triste et même, bah, on peut parler de Nathaniel Brown, en Allemagne, qui a lui aussi été, plutôt bon, mais voilà. C'est pas ça qui va te faire sauver. C'est pas parce que ton latéral gauche, il est bon que toute l'équipe, que Havertz va commencer, à être bon. Faut pas rêver et donc en tout cas, ensuite dans mes flops, bah, Désiré Doué. Ah, je suis désolé, je tire comme ça sur le PSG, mais c'est normal. Désiré Doué, ça parlait du monstre à 4 têtes. Bah, Doué, la tête, elle s'est faite, couper parce que Doué, vraiment au PSG, c'est un super joueur. J'adore, 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 mais là, décevant, c'est le mot. Décevant, pas assez, percutant, pas assez dribble, moins de jeux de combinaison. Après, faut dire qu'au PSG, du coup, c'est Dembélé qui est buteur et Doué, il est à droite. Là, on l'a mis à gauche et c'était Mbappé buteur. Donc, il peut pas faire des jeux de combinaison parce que c'est pas la même de tenter des jeux de combinaison avec Dembélé que tu sais ce qu'il va faire qu'avec Mbappé qui te fait pas la passe. Et même quand tu joues à gauche, c'est différent, t'es pas sur le même pied, ça doit pas être les mêmes sensations. Et donc voilà, je m'en fais pas pour Doué, c'est un très bon joueur. Mais voilà, là, on est obligé de dire que cette Coupe du Monde, bah, il n'a pas été excellent, malheureusement. Et même le monstre à 4 têtes a un petit peu déçu dans les matchs qui comptaient, parce que ouais, c'est bien beau de faire des festivals de buts contre l'Irak et contre la Suède. Mais là, contre l'Espagne et contre l'Angleterre, aïe, 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 bizarre. Il a fallu que Upamecano y rentre pour que les mecs se réveillent, hein. Un petit peu, et même ça manquait de leader, hein. Mbappé, c'est pas un leader. Dembélé, il prenait pas assez ses responsabilités. Olysée dans son RP non chalant qui farme Laura pour ses posts Instagram, non merci. Donc en tout cas, voilà, assez décevant. Après, un autre flop, Kevin De Bruyne. Bah, ça avec la Belgique, voilà, en tant que Belge, je sais que la Belgique qui s'en bat les couilles. Mais bah, malheureusement, De Bruyne dans cette Belgique, entre guillemets, assez faible dans le jeu, on pouvait attendre un De Bruyne un peu plus percutant. Après, dans le match contre l'Espagne, il n'a pas été mauvais, hein. Attention, mais avant, la machine ne s'est jamais mise en route. Même De Bruyne, bah, depuis qu'il est parti de Manchester, c'est un petit peu compliqué. Lui aussi, il ne faut pas qu'il tarde à live le football. Parce que De Bruyne, waouh, ça fait mal aussi, hein. En plus, il est pas vieux, hein. Et le voir rater des passes. Putain. Ah, j'aurais préféré ne jamais voir ça de ma vie, hein. De Bruyne rater des passes. Ah, c'est dur. C'est vraiment dur. Enfin, De Bruyne, c'est pas du tout. En fait, quand tu as un joueur comme De Bruyne dans ton équipe, il a absolument pas eu même 20% de l'impact que tu attends de lui. Enfin, je sais pas, c'est quand même De Bruyne, ton meilleur joueur de loin. Là, le mec, il a pas. Même Raskin a été meilleur, hein. Ça me tue de le dire, hein, Raskin était meilleur que De Bruyne. Putain, quelle phrase de merde. Donc en tout cas, bref, on va passer. Autre flop, Hakimi. Malheureusement, Hakimi avec le PSG, mais ouais, en fait, c'est les joueurs du PSG, putain. Hakimi avec le PSG, défenseur latéral ultra offensif, percutant et tout, très très bon défensivement. Là, avec le Maroc, il était offensif, et il oubliait un petit peu de redescendre parce que des fois, il était en retard. Ou alors, même sur le but de Brésil, bah, je pense que c'est ça, c'est Hakimi, il est trop haut, il met trop de temps à revenir et du coup, Hakimi qui avait plutôt bien cerné Vinicius, bah là, Vinicius, bah, du coup, vu qu'Hakimi n'est pas là, quand le chat n'est pas là, les souris dansent, et Vinicius, bah voilà, c'est comme ça qu'il a mis son but. Et en tout cas, Hakimi, et même dans les matchs un petit peu plus loin, bah, contre la France, il a été invisible, hein. Hakimi, c'est un peu le leader de l'équipe, hein. C'est quand même Hakimi, quoi. Hakimi pour les Marocains, c'est quand tu vois que tous les maillots du Maroc ils sont floqués Hakimi, eh ben, c'est un peu le Riyad Mahrez, hein, du Maroc. Voilà, il y était pas trop, hein. Il était pas trop, hein, beaucoup moins d'importance qu'attendu. C'est un petit peu comme De Bruyne. Pas mauvais, hein, pas nul à chier, mais manque un peu, manque un peu. Puis ensuite, il me reste que 2 flops, non 3, je raconte n'importe quoi. Alors Josko Gvardiol, pour la Croatie. Bon, la Croatie, ils n'avaient pas de mauvaise équipe, hein. Honnêtement, bah, ils avaient Gvardiol, Livakovic en gardien, Vuskovic défenseur central. Ah, tu avais encore Modric, Kovacic, Perisic qui a été bon, hein. Perisic, attention, Ante Budimir, franchement l'équipe elle passe, hein. C'est pas que, hein. Et bah là, Gvardiol, à Manchester aussi, c'est un latéral, il joue latéral offensif et tout,
tu sais, quand tu regardes le match, tu le vois souvent, tu vois souvent qu'il fait des trucs. Là, avec la Croatie, malheureusement, j'ai plus vu Perisic, et tout, il y a pas trop de défenseurs, croates qui ont été vraiment, incroyables. La défense de la Croatie, hein, tu vois? Hein, un peu, mouais, bof, alors que franchement, bah, c'était pas mauvais, hein. Ils avaient même, Stanisic aussi et bah, un peu déçu de, Gvardiol, c'est pas nul, mais voilà, on peut pas dire que Gvardiol, il a fait une bonne coupe du monde, donc obligé de le mettre un peu flop. Puis ensuite, Antoine Semenyo, encore un joueur de Manchester, bon Dieu. Antoine Semenyo, quel joueur incroyable. Première partie de saison avec Bournemouth, but sur but. Et là, avec City, dès qu'il est arrivé, but sur but, lui, il s'en bat les couilles. Et Semenyo, incroyable. Quel joueur, franchement, j'adore ce joueur. Et là, avec le Ghana, en plus que Kudus n'était pas là, et ben du coup, Semenyo, c'était un petit peu le leader numéro un du Ghana. Et dur, hein, on l'a pas trop vu pendant les matchs. Le commentateur, il disait jamais son nom. Ouais, bah voilà, c'est un peu comme tous les autres, très absent, invisible, pas du tout important. Il n'a pas fait grand-chose. C'est dur de dire des trucs sur un joueur qui n'a rien fait parce que bah, il a rien fait. Et après, mon dernier flop, eh ben, c'est la Côte d'Ivoire. Parce que malheureusement, la Côte d'Ivoire, quand tu vois leur effectif, ben, déjà, la Côte d'Ivoire, pour être bien clair, c'est top 3 nations africaines. Ça peut même être top 2, c'est pas une dinguerie. Et leur effectif, mais il est trop bien, leur effectif, avec Singo, incroyable, Agbadou, t'as Kosunu, t'as Ndika, le milieu de terrain, Fofana, Kessié, l'attaque, Boni, Diomandé, Diallo. L'équipe, elle fait rêver, franchement, elle n'a rien à envier à des grandes équipes européennes et tout. Et ben, assez déçu, un petit peu de l'animation offensive et même défensivement un petit peu perméable. Et bah ouais, malheureusement, après, ils sont tombés sur une très bonne Norvège et le match tourne un petit peu mal pour eux à la fin, le but d'Haaland, un petit peu, voilà, mais bah, ouais, mais bon, en vrai, bah, le match, du coup, si tu l'as dominé, pourquoi tu l'as pas gagné? Parce que c'est un petit peu bizarre. Mais en tout cas, la Côte d'Ivoire, malheureusement déçue. Il va falloir 4 ans pour qu'on les revoie en coupe du monde. Donc, c'est un petit peu une chance laissée passer parce que vraiment, tu avais une très très bonne équipe, une bonne génération. Et est-ce que dans 4 ans, ça va changer et tout? Peut-être qu'il y a des joueurs qui seront encore plus forts. Je pense aux jeunes, Diomandé, Boni. euh, et on verra, hein, on verra. Mais en tout cas, moi, j'aurais aimé voir cette Côte d'Ivoire aller un peu plus loin. Surtout bah, que c'est un bon peuple, hein, j'aime bien les supporters et machin et tout. Mais en tout cas, bah, bref. Donc voilà, c'était tout pour moi. Ah oui, aussi, j'ai oublié de mentionner dans mes tops bah, Vinicius, bien évidemment, le seul bon Brésilien. Parce que, en vrai, il n'y a personne qui a été bon. Emam Achour de l'Égypte, parce que qui le connaît, et pourtant, bah, il a été très bon dans des matchs importants en plus. Et après, Julio Enciso, le seul Paraguayen qui jouait au foot à la place de faire de la boxe. Et Enciso, hein, quel joueur, hein. Lui, il va bientôt être repris par Chelsea parce qu'il est à Strasbourg et on sait bien. Mais Enciso, franchement, niveau technique et tout, dribble et tout, j'ai vraiment adoré ce petit Enciso. C'était un petit peu une sensation de la Coupe du Monde. Ça, c'est un petit peu les joueurs Coupe du Monde. Tu vois, des joueurs que tu vois pas souvent, des pays un peu exotiques. Et là, tu les vois, ils te font rêver. C'est un peu des joueurs que je me souviendrai. Je me dirais, ah ouais, Enciso 2026, il était chaud. Et voilà. Donc, merci d'avoir regardé. Voilà, donc maintenant, la Coupe du Monde, c'est officiellement fini. Et on n'en parlera plus. Voilà. Et même, en vrai, cette Coupe du Monde, est-ce que vous pensez que dans 20 ans, on va se dire, ah ouais, la Coupe du Monde 2026, moi je pense pas. Coupe du Monde dans l'absolu assez anecdotique parce qu'en vrai, ça n'a rien à voir avec la Coupe du Monde 2014 qui avait un peu cette ambiance légendaire, les équipes, les buts et tout. Là, quand tu vois qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont déçu de par leur niveau, il n'y a pas énormément d'équipes qui ont bien joué. On n'a pas eu des buts non plus dingos. Oui, on a eu des beaux buts, hein, mais voilà, c'est une Coupe du Monde qu'on va pas se rappeler tant que ça. Mais on se rappellera bien sûr des petits tops et des petits flops. Ça, c'est un peu ça qui reste de se dire: «Ah ouais, Vitinha en 2026, il avait été complètement nul, machin et tout».
Donc voilà, c'est un peu des trucs, pour un peu discuter de par après. Donc voilà. Au revoir et bientôt la saison en club reprend. Aïe, 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 aïe.